Moi, il me fallait de la liberté. À travailler pour quelqu'un, j'aurais perdu mon courage, qu'on aurait pu dire, ce type-là vaut rien du tout. Il fallait que je sois mon maître. Absolument mon maître. C'est ici, à Baie-Saint-Paul, que j'ai passé plusieurs étés de mon enfance et de mon adolescence. Cette maison m'a toujours fascinée. Plusieurs vies se sont écoulées entre ses murs et son jardin fleuri. C'est là qu'habitait mon grand-oncle, René Richard. Il était peintre. Dis-moi, maman, c'est quoi ton lien avec René Richard? Ma tante, il y a Marie Blanche chez moi qui était une sœur de mon père. Toi, il t'aimait bien. Quand tu étais petite, on avait le chalet en haut, là. Puis tu allais tous les matins venir te chercher pour déjeuner. Et tu partais, tu disais, je vais aller taquiner un peu mon oncle René. Il t'assoyait, puis il te faisait parler. Il trouvait ça drôle. La petite copine, comme il t'appelait. Ma famille avait un chalet d'été au bord de la rivière du Gouffre qui traverse le village de Baie-Saint-Paul et qui sillonne la vaste propriété de mes arrière-grands-parents Simon. Ils accueillaient en pension des artistes peintres de l'Amérique et même de l'Europe. Sur cet immense terrain, en plein cœur du village, il y avait aussi un boisé qu'oncle René appelait la forêt et qui abritait mes jeux d'enfants et d'adolescente. Les années ont passé et je me retrouve dans le jardin, à la table de mon enfance où, autour d'une tasse de thé, j'écoutais parler les grandes personnes. L'histoire d'oncle René a toujours été celle que je préférais. Elle était habitée de froid, d'arbres, de rivières, de dangereux périples, d'animaux et de mystérieux personnages. J'aimais oncle René et c'était réciproque. Il était très grand et mince. Autrefois, dans les bois, on l'avait surnommé Slim. Si on me disait aujourd'hui, auriez-vous mieux aimé avoir été le fils d'une famille très riche ou d'avoir été à travers la vie que vous avez menée? 100 fois mieux la vie que j'ai menée. J'ai jamais appris à aimer la forêt, je l'ai aimée presque en naissant. Parce que mes premiers souvenirs me sauvaient, c'était pour aller dans les bois. Parce que j'adorais la forêt. Comme j'aimais plus passionnément la nature, la solitude, alors j'étais plutôt enclin à filer à travers les bois avec ma boîte de couleurs, mon canot. Je me donnais toute la solitude que je voulais. C'est peut-être ça qui m'a fait continuer de vivre dans les bois autant que possible. Le 1er décembre 1895, René Richard naît à La Chaux-de-Fonds, petite ville suisse située en bordure des Alpes, à mi-chemin entre le Jura et la Haute-Savoie française. Un siècle plus tard, j'ai retrouvé la rue de son enfance. René est élevé à la dure. Dès 11 ans,
il doit se rendre après l'école, travailler à l'usine de montres que possédait son père qui était graveur. Sait-il déjà que bientôt, il traversera l'Atlantique avec ses 4 sœurs et ses 2 frères? D'abord prospère, le père de René subit un revers financier, ce qui l'amène en 1909 à venir tenter sa chance au Canada avec sa famille. Les Richard arrivent à Québec, puis gagnent Montréal avant de partir pour l'Ouest canadien. Ils se dirigent vers Edmonton en Alberta et de là, le père de René entend parler de Cold Lake, région plus au nord, qui lui apparaît être une sorte d'Eldorado où il pourra faire fortune. Mon père avait réussi à s'acheter quelques animaux, commencer un ranch. Mais je crois qu'aucun de nous s'intéressait à cette vie de colon. Ça nous passionnait absolument pas. D'abord, moi, c'était la vie des bois qui m'intéressait, la trappe, la chasse, tout ça. Voyant qu'aucun de nous avait un intérêt, alors il a vendu tout ce qu'il avait et puis s'est lancé dans la traite des pelleteries. La terre que mon père avait prise, ça touchait les réserves indiennes. Alors moi, en réalité, c'était la réserve indienne ne m'intéressait plus que les 160 arpents de terre que mon père avait pris. Alors ça me passionnait d'aller les voir, ces Indiens, d'aller les voir faire la pêche, de les voir embarquer leur famille dans leur wagon, ficher le camp dans un lac à l'eau. Ceux-là amènent la vie telle que je pouvais, moi, la comprendre. René n'a jamais aimé l'école, ni la vie réglée comme une montre suisse que lui fait mener son père, un homme autoritaire, trop porté sur la discipline et laissant à sa famille peu de place pour la liberté et la création, pourtant si vitale pour son fils. Déjà, René rêve de dessiner et de vivre en forêt. Dès l'âge de 16 ans, René questionne les Amérindiens cris des plaines et les trappeurs qui s'arrêtent au magasin général de son père. Il lui enseigne leur savoir et leur sagesse sur la vie des bois. Faut pas vous imaginer qu'on devient bon trappeur dans les 24 heures. Alors, plus un trappeur a de l'expérience dans le bois, plus il a de la chance de bien faire dans le piégeage. Et puis le piégeage, il va vendre ses pelleteries dans des postes de traite, ou les échanges pour de la nourriture, ou d'autres vont même jusqu'en ville pour essayer de vendre leur pelleterie là, et espoir d'avoir plus cher. À 17 ans, René s'associe à un autre émigrant suisse, Dick, qui deviendra son compagnon de route et son grand ami. C'est Dick dont il parlait souvent qui encouragea René à acheter ses premiers tubes de couleur avec l'argent de la vente de leur fourrure.
Après 2 ans d'entraînement dans les forêts avoisinant Cold Lake, René, confiant et téméraire, trappe de plus en plus vers le nord. Lorsqu'il se retrouve seul, il compte sur ses chiens Spot et Garion. Dans les années 20, alors que le gibier se fait de plus en plus rare et qu'il est au bord de la misère, René veut aller encore plus loin et monter jusque dans les régions polaires pour chasser dans le Grand Nord canadien. Il remontera le fleuve Mackenzie jusqu'à la mer de Beaufort en parcourant à pied, en raquette, en canot ou en chaland à moteur des milliers de kilomètres, ce qui le mène chez les Inuvialuit qu'il appelait les Esquimaux. Au cours de cette période, René mène une vie dure où il doit affronter le froid. Il doit parfois tendre des collets à 40 sous zéro. Il doit aussi surmonter l'épuisement et même la maladie comme le scorbut. Mais il fait la vie qu'il aime. Pour lui, c'est une forme d'accomplissement et de liberté qui correspond à son caractère. Il est son maître. C'est là, en attrapant, que j'ai réalisé la nécessité un petit peu d'apprendre quelque chose, surtout la peinture. C'est ça qui m'intéressait. À 32 ans, René ne doit plus tarder. Avec 3 500 $ en poche, amassés à faire de la trappe, mon oncle décide d'aller étudier à Paris. Il se prépare à vivre sa seconde passion, la peinture. J'étais à Paris, c'était pour réellement faire contact avec les choses que j'aimais le mieux au monde. Mais j'avais rencontré un Français qui m'avait parlé des magnifiques tableaux qu'on pouvait voir dans des galeries. C'est ça qui m'a poussé d'aller à Paris. Je me dis à moi-même, maudit fou. C'est ce que tu viens faire ici à Paris, c'est bien mieux de retourner tendre des pièges dans le Nord, c'est là que t'appartiens. Et comme j'avais gagné mon argent durement pendant des années, à mettre de côté mes tours de chasse dans le Nord, alors j'ai dépensé de la même façon aussi durement, sans jamais acheter quoi que ce soit qui ne m'était pas d'une stricte utilité. C'est en trouvant le calepin d'étudiant de René que j'ai découvert une autre facette de mon grand-oncle. Il avait mené une vie trépidante à Paris et, à mes yeux, s'exprimait un excellent portraitiste. Paris me touchait. Je voyais cette symétrie, tous ces boulevards, cette merveille de construction faite par des génies. Je me disais, je comprends qu'on l'appelait la ville lumière. Là, j'en étais émerveillé. Qu'est-ce que René a bien pu imaginer en découvrant le Louvre la première fois? Au contact de la nature sauvage, il avait dû connaître manifestement l'éveil de sa sexualité. Tous ces tableaux civilisés et mis en scène devaient lui renvoyer un kaléidoscope d'images de la nature humaine. Qu'a-t-il pu penser de Corot ou de Delacroix
dont il note les noms dans son carnet. Est-ce que la lumière des tableaux de Turner l'a touchée comme elle me touche? En pénétrant dans cette école, l'émotion me gagne encore. La grande chaumière est demeurée telle que la décrivait mon oncle dans ses mémoires. Le temps s'est arrêté dans cette classe. Et puis, j'entendais souvent les étudiants parler de différentes écoles. Naturellement, moi, ça ne m'intéressait pas à ce moment-là. Au commencement, je n'étais pas mûr pour écouter toutes ces choses-là. Ça ne m'intéressait absolument pas. Faire attention de ne pas mettre à sécher les panneaux trop près du poêle, car les couleurs couleront si elles sont claires. Blanc d'argent doit être broyé à l'huile de lin. Ne pas oublier d'acheter du papier à pochoir. Après 3-4 mois d'études à Paris, j'avais l'idée de revenir au Canada. C'est là, quand je suis allé voir Pierre Dupuis, que j'ai dit que j'avais le goût de revenir. Il m'a dit, faites pas ça. Il dit, vous allez le regretter. Alors, il dit, je vais vous donner une adresse, allez voir Clarence Gagnon, puis lui va vous donner des bons conseils. Il m'a dit, rentrez, venez vous asseoir. Alors, il appelle sa femme, il dit, Lucille, fais-nous donc une bonne tasse de café avec des rôtis. On va jacasser. Alors, je lui ai montré quelques dessins que j'avais faits. Il ne m'a pas dit un mot. Il a dit dire ça. C'est peut-être un type qui ne fera jamais rien. Je calcule que ça devait être sa première impression. Mais il m'a montré de ces choses, des petites pochades qu'il avait. J'ai trouvé ça merveilleux. Et puis, on s'est mis à parler. Puis, je lui ai dit que j'avais été aux Beaux-Arts pour essayer d'aller faire des études là, puis il m'avait foutu à la porte, parce que j'avais passé l'âge. Je lui ai dit, je regrette d'avoir pas employé ce langage-ci, florissant qu'un trappeur sait employer pour envoyer un homme au diable. Qu'on n'ose pas le dire ouvertement dans la civilisation, parce que ça cognerait l'oreille dure du monde. M'a dit là-dessus, c'est pas les beaux-arts qui font un homme. C'est ce qu'il y a ici. Le désir de travailler, le désir d'aller d'en avant, puis de toujours travailler énormément, d'étudier, puis d'essayer de comprendre. Il m'a dit, écoutez, je vais vous faire avoir une passe pour aller au Jardin des Plantes. Il y a toutes sortes de choses que ça vaut la peine de dessiner. Puis il dit, apprenez à travailler vite. Il dit, vous me donnez l'impression d'un type excessivement nerveux. Vous allez saisir des choses en grande vitesse que vous ne pourrez jamais saisir autrement. Mais moi, par la suite, j'étudiais autant son travail que lui m'étudiait. Je voulais d'abord savoir si il méritait que je m'intéresse à lui comme un professeur. Mais plus je le connaissais, plus j'avais de l'admiration pour lui.
que tu as dû apprécier la vie que tu mènes à Montparnasse. Tu fréquentes les cafés, tu croises des artistes, peut-être même vas-tu au cinéma. Tu te lis d'amitié avec quelques étudiants de l'American Art Club, dont un Torontois et 2 Américaines, Laura et la belle Hall, que tu as peut-être aimée. Slim dear, where can I write to you? I feel close to you when I'm living with nature again, in the woods of New Jersey. When I'm canoeing along the river, I'll be thinking of you in your canoe. And when I lie down beneath the pines I love so much, I'll be wondering where you are and how you are. Bon voyage. And may nature be kind to you. Love, Hal. Gladys Milligan, 9 rue de la Grande Chaumière. Roberta Burbridge, Miss Theodore, Mademoiselle Evelyne. Que d'adresses de femmes dans ton calepin d'étudiant. Et à force de vivre pauvrement et au rythme trépidant de la ville, René s'épuise et sur les conseils de Clarence Gagnon, il décide de quitter Paris pour parcourir la Haute-Savoie. Il se rapproche de son pays natal et des montagnes. René va de village en village, dessine et peint les gens et les paysages qu'il rencontre. En échange de menus travaux, il peut dormir à l'étable que les paysans lui offrent. À l'automne, il ramène à Paris de nombreux paysages et portraits peints sur des plaquettes de bois dont une grande quantité sera malheureusement volée avant de rentrer au pays. Ayant épuisé ses ressources, il rentre au Canada en passant par New York, où il visite galeries et musées. Hall, l'amoureuse américaine, et Clarence Gagnon paient son billet de retour. Il m'a dit, vous allez retourner là-bas. Qu'est-ce que vous pensez faire? J'ai dit, je veux retourner dans le Nord et puis dessiner les Indiens, parce que c'est la vie qui m'intéresse le plus. René décide d'allier ses 2 passions, peindre tout en vivant de la forêt, mais il aime se surpasser. Je m'achète un canon, l'Indien va me vendre son canon 25 $. Puis avec 5 $, je peux m'acheter un peu de nourriture. J'ai mon sac de couchage que j'ai eu dans les régions polaires après que je suis revenu. J'avais laissé tout ça ici avant d'aller en Europe. J'ai des bottes, j'ai des mocassins, j'ai encore des pantalons pour l'hiver. Alors, je ne suis pas si malheureux que ça. Ça a été peut-être une des plus belles périodes de ma vie. Parce que tant que je pouvais travailler, et puis quand je voyageais à travers le Nord, j'étais sûr d'avoir du manger. Il y avait du poisson partout. Le soir, je tendais mon filet, puis je prenais un poisson. Puis de la galette, manger de la galette. J'avais un peu de sucre.
et puis de la graisse. Comme il a peu d'argent, René dessine sur du papier d'emballage brun ou peint sur des plaquettes de bois qu'il réutilise en grattant ses couleurs pour en étendre d'autres. Quand j'arrivais dans un chac de trappeur, il ne fallait pas qu'il y ait un plancher. Ça, c'était fini, ça ne voulait rien dire pour moi. Il fallait qu'il y ait de la branche de sapin à terre, il fallait que ça soit de la terre, il fallait que ça soit réellement un camp tel qu'on peut se l'imaginer, qui a l'air un endroit des plus sauvages au monde. Même un terrier. Un terrier, c'était beau pour moi, parce que ça présentait la vie des bois telle qu'elle était. En lisant tes mémoires, cher oncle, je t'ai retrouvé. J'ai perdu la notion du temps. Je n'ai pas besoin de savoir quel jour ou quelle date nous sommes. Ici, tout s'exprime en termes de liberté. Ton amie l'écrivaine Gabrielle Roy saura plus tard exprimer ton émotion de peintre. Couleur, enivrement, long cri profond de l'âme éblouie. Ah, que pouvaient donc en ce monde si dur signifier les couleurs? Ce mauve tranquille, ce jaune encore si incertain. Ah, c'était cela en effet qu'il fallait mettre sur du papier. Le soleil revenu, les arbres reprenant vie, la fin du maudit hiver.